Mes amis, bien le bonjour dans ce nouvel épisode de Métal et Curieux. Jusqu'à présent, je me suis toujours concentré sur un morceau en particulier. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une thématique spécifique, sauf que si on se contente d'un seul morceau, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Du coup, c'est l'occasion de changer un petit peu de méthode en abordant plusieurs chansons de différents groupes avec un bon gros name dropping des familles. Préparez vos balles d'argent et méfiez-vous de la pleine lune, aujourd'hui nous allons parler de loup-garou. Ils sont partout ces loups-garous. Jeux vidéo, littérature, cinéma et évidemment la musique. Dans la mesure où le métal aime beaucoup tout ce qui est figure horrifique, il n'est pas vraiment surprenant que de nombreux groupes s'inspirent de ces légendes. Il n'y a qu'à voir la quantité astronomique de groupes qui ont les mots Wolf, Moon ou la racine Lycan dans leur nom. Et on ne parle même pas des chansons elles-mêmes. J'ai eu envie d'en découvrir un petit peu plus sur le sujet, et pour ça j'ai enfilé mon plus beau bonnet et j'ai fait appel à mon poteau Thomas. Salut tout le monde! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne j'aborde des mystères archéologiques et historiques, et puisqu'on parle du sujet, dis-moi Nico, pour toi, qu'est-ce qu'un loup-garou? C'est un être humain normal qui se transforme en loup assoiffé de sang à la pleine lune, que seule une balle d'argent peut tuer. Ouais, alors on va tout reprendre depuis le début parce que c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Tu t'en doutes, la croyance selon laquelle un homme pourrait se transformer en loup est assez ancienne, et on ne l'a pas toujours perçue de la même façon au cours de l'histoire. Tiens, par exemple, remontons en Grèce antique, au 5e siècle avant notre ère. À cette époque, le célèbre historien Hérodote évoque un fait pour le moins surprenant. Il existerait, aux abords de la mer Noire, un peuple capable de lycanthropie, les Neurs. Ils seraient capables de se transformer en loup au moyen de rituels magiques. Mais Hérodote reste sceptique, affirmant, je cite, qu'on ne lui fera pas gober de pareils contes. Quoi qu'il en soit, la croyance n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Les Neurs se transforment une fois par an seulement, et qui plus est, grâce à la magie. Donc pas de malédiction, pas de morsure contaminante, pas de pleine lune ou que sais-je. Du moins, pas ici. Avançons de quelques 400 ans et abordons le cas d'un certain Ovide. Ce poète latin reprend, dans ses Métamorphoses, une vieille histoire de la mythologie grecque, celle de Lycan, roi d'Arcadie, et de ses 50 fils. Zeus leur demanda l'hospitalité sous les traits d'un vagabond. Par pure cruauté, Lycan eut alors une idée pour le moins saugrenue. Il fit tuer un jeune enfant et le servit à Zeus comme repas. Mais bien évidemment, le dieu ne fut pas dupe. Alors il foudroya les 50 fils de Lycan, puis en guise de malédiction, il changea le tyran en animal tout aussi cruel, du moins dans l'imaginaire de l'époque. Vous aurez deviné lequel, il s'agit du loup. Plutôt vénère le Zeus. Et c'est marrant que tu parles de Lycan. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur un paquet de groupes qui ont écrit une chanson dont le titre est Lycaon, comme les Français de Misanthrope. On va pas se mentir, les paroles sont un petit peu obscures et je vois pas bien le rapport avec le personnage mythologique, même si on y retrouve quelques références. Beaucoup plus intéressante en revanche, The Omen of Lycaon d'Ovid's Withering raconte explicitement la légende. On retrouve des indicateurs de lieux, comme la mer Égée et l'Arcadie, les noms des protagonistes, Zeus, Lycaon et même l'un de ses fils, Nyctimus, et on retrouve enfin le déroulement des faits. Dans l'interprétation du groupe, le garçon tué pour servir de repas est Nyctimus lui-même, mais on retrouve bien la mort des 50 enfants de Lycaon et la transformation de ce dernier en bestiole poilue et féroce. Ceci étant, c'est probablement de cette légende que vient le terme lycanthropie, Lycaon ayant donné son nom à la métamorphose en loup. Quoi qu'il en soit, comme les loups-garous modernes, les lycanthropes antiques sont considérés comme cruels et affamés. Bref, faisant honneur à la sinistre réputation du loup au cours de l'histoire. Mais il reste une grosse question. Comment devient-on lycanthrope dans les croyances antiques? Déjà, il n'y a pas de lien avec la pleine lune. Les lycanthropes se soucient peu du jour ou de la nuit. Et s'ils se transforment en loups, c'est soit qu'ils emploient des rituels magiques mystérieux, soit qu'ils ont été punis par les dieux. C'est vrai que dans la pop culture, on a tendance à imaginer d'autres raisons aux transformations. La plus emblématique restant qu'un être humain devient un loup-garou lorsqu'il est mordu.
On retrouve ça dans Lycanthropy de Six Feet Under de manière absolument évidente. Beaten by the wolf, no one of us. En français, mordu par le loup, maintenant l'un des nôtres. Évidemment, pour les groupes qui en font usage, la figure du lycanthrope est beaucoup plus intéressante d'un point de vue horrifique et folklorique que d'un point de vue historique. Et ça a son avantage lorsqu'il s'agit d'écrire les paroles, laissant ainsi la liberté aux auteurs d'interpréter ces légendes. Ainsi, dans Bark at the Moon, Ozzy Osbourne raconte l'histoire d'un homme mauvais de son vivant, tué par les habitants de son village, et qui revient en tant que créature morte vivante pour se venger. Scream, break the silence, waking from the dead of night. Vengeance is boiling, here's return to kill the light. Ici, la forme lupine est sous-entendue par le refrain et le nom même de la chanson, qui signifie en français « aboyer à la lune ». Type O négative, quant à eux, décrivent une méthode plus particulière, dirons-nous. Ouais, ça parle de sexe oral avec une femme dans sa période menstruelle. Je pense cependant qu'on peut y trouver un deuxième niveau de lecture, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Mais alors du coup, d'où vient la croyance selon laquelle les lycanthropes se transforment à la pleine lune? Eh bien, c'est une excellente question. A priori, elle serait assez récente. En effet, un certain Gervais de Tilbury serait l'un des premiers, au début du XIIIe siècle, à noter une corrélation entre la pleine lune et les transformations de loup-garou. En somme, la croyance remonterait au Moyen-Âge. Et avant d'aborder plus précisément cette époque, il faut qu'on souligne deux choses capitales sur l'Antiquité. Premièrement, les auteurs qui évoquent la lycanthropie le font soit dans un cadre mythologique, soit en remettant fermement en cause ce qu'ils présentent comme des légendes. Le Romain Pline l'Ancien, par exemple, se moque de ceux qui gobent de telles fadaises. Autrement dit, et j'insiste, les hommes du passé ne sont pas si crédules. Deuxième point très important, au IIe siècle, la médecine va s'emparer de ces croyances. En effet, le médecin Marcellus de Cide la classe comme une variété de maladies mentales, liées à la mélancolie. Tu le constates, en matière de lycanthropie, les antiques ont les pieds sur terre, et c'est seulement avec le Moyen-Âge que tout va dégénérer. Car l'Église catholique s'empare des croyances lycanthropiques. Saint Augustin y voit l'œuvre du diable. En parallèle, certains gardent la tête sur les épaules, comme le médecin arabe Avicenne. Au Xe siècle, il désigne la lycanthropie comme un trouble mental. Le malade croit se changer en loup, tout en gardant forme humaine. Bref, c'est à la toute fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance que la France connaîtra une véritable épidémie de lycanthropie. Henri Boguet, le plus célèbre juge en matière de lycanthropie, se glorifiera d'avoir condamné 600 loups-garous au bûcher, et cela en moins de 20 ans. En France, mais pas seulement. En 1589, dans le village de Bedburg en Allemagne, se tient un procès pour lycanthropie à l'égard de Peter Stub. L'homme est accusé d'avoir tué et dévoré plusieurs enfants et femmes enceintes. Il avouera ses crimes sous la torture et sera condamné au supplice de la roue, puis décapité et brûlé. Cette histoire a été reprise par le groupe Macabre dans sa chanson The Werewolf of Bedburg, qui est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule chanson qui s'inspire directement d'un fait réel de lycanthropie. J'aurais beaucoup aimé vous parler de Mordwolf, un petit groupe new-yorkais qui a écrit une chanson inspirée de la bête du Gévaudan, mais dans cette histoire, il n'est jamais question de lycanthropie. Nous n'en parlerons pas plus en détail ici, mais il est dit qu'un chasseur du nom de Jean Chastel a abattu la bête avec une balle en argent. Malheureusement, je tiens ça de Wikipédia uniquement, et je n'ai pas réussi à trouver de sources concordantes.
Il est possible que ce détail ait été inventé de toutes pièces par les romanciers des siècles suivants, ce qui nous donne une indication quant à l'origine de la croyance selon laquelle les loups-garous ne seraient sensibles qu'aux balles coulées dans ce métal. Aux alentours de 1600, la vague de procès s'essoufflera et enfin, les médecins commenceront à se faire entendre. Et contrairement à ses prédécesseurs, Robert Burton, en 1621, ne classera pas la lycanthropie comme une mélancolie, mais comme une folie. Et plus précisément, une manie. Mais là, on parle de médecine et plus d'histoire. Et ça, c'est totalement hors de mes compétences. Malheureusement, je n'y connais pas grand-chose non plus. Ce que l'on va retenir, c'est que la notion de lycanthropie d'un point de vue psychologique évolue au fil des siècles et est aujourd'hui perçue comme un symptôme non spécifique d'une pathologie mentale. Par exemple, en 1977, Rosenstock et Vincent décrivent le cas d'une femme de 49 ans atteinte de schizophrénie, convaincue de se transformer en loup la nuit. En outre, la pathologie est à l'origine de passages à l'acte sexuel avec épisodes masturbatoires répétitifs et conduites zoophiliques. Et c'est probablement ça que décrit type O négatif dans Wolf Moon. Enfin, pas ce cas précisément, mais je pense qu'il faut interpréter la chanson comme la description d'un appétit sexuel pathologique si intense qu'il en devient animal. On retrouve ça avec Lycanthrope de Moonspell, dont le nom même est un jeu de mots entre lycanthrope et leak, léché en anglais. Toujours dans l'idée d'une bestialité incontrôlée, Izarn décrit, dans Dévoré, la transformation d'un homme en loup, à mi-chemin entre une douloureuse conscience de son état et l'abandon à une sanglante sauvagerie. Et c'est également le groupe du copain Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande H, également membre du label Hérodote. Et au passage, super chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si on veut parler d'un groupe un peu plus connu, Iced Earth raconte peu ou prou la même chose dans Wolf, en mentionnant au passage les balles d'argent et la conite, une plante qui serait également une faiblesse des loups-garous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Thomas pour ton aide. Écoute, c'était avec plaisir. En plus, sur un sujet comme ça, tu sais que je ne peux qu'aimer. Et d'ailleurs, si vous avez aussi apprécié, pensez au petit like. Vous savez que c'est très important pour le référencement, donc on compte sur vous. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne et à vous y abonner. C'est vraiment du très très lourd. Sur ce, moi je vous fais des bisous et à très À la vite. prochaine. Salut tout le monde.